J'ai ruiné mon mari et sa mère avec une seule signature. Ils n'étaient pas ma famille, juste des parasites financiers. Ils voyaient un coffre-fort, pas une femme. Je suis avocate fiscaliste. Cet hôtel particulier, je l'ai acquis seul, par mon travail. Mon mari, Antoine, y vivait à mes frais. Sa mère, Béatrice, s'y est installée sans y être conviée, jouant la veuve fragile pour mieux me spolier. Le point de rupture fut un dîner. Devant nos invités, Antoine a annoncé son grand plan. Il a exigé que je transfère la propriété à sa mère. Pour sécuriser notre avenir, a-t-il déclaré avec arrogance. Son regard était plein de mépris. Il me croyait faible, déjà vaincu. J'ai senti un nœud dans ma gorge, mais mon visage est resté impassible. Ma main n'a pas tremblé en levant mon verre. J'ai esquissé un sourire glacial, un masque de pure courtoisie. Il a pris mon silence pour une acceptation. Une erreur fatale. Abonnez-vous, car ce que j'ai fait ensuite prouve que je ne suis pas la victime ici. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Absolument. Voici le texte demandé pour Atto 2 au cyclo de exploration, rédigé en français France en respectant scrupuleusement toutes les directives. Leur règne a commencé discrètement, comme une infection. Béatrice, installée dans ma suite, a commencé à redécorer. Elle a remplacé mes œuvres d'art par des portraits de Fanny Dubois. Elle utilisait mon compte maison chez les grands couturiers. Elle donnait des ordres à mon personnel, parlant de nos exigences. Antoine, lui, vivait dans une fiction coûteuse. Ses projets artistiques nécessitaient des investissements. Des factures arrivaient chaque semaine, des montres de luxe, des voyages en première classe, des dîners extravagants. Il ne demandait jamais. Il m'affordait de ses dépenses comme un droit acquis. Il parlait de notre argent. Moi, j'observais. Je gardais chaque facture. Je classais chaque email de leur demande. Chaque relevé de carte de crédit était une pièce à conviction. Mon silence n'était pas de la faiblesse. C'était une collecte de données. Je compilais un dossier méticuleux sur leur spoliation. Chaque dépense était un clou dans leur cercueil. Ils le construisaient eux-mêmes. L'audace a atteint son paroxysme un mardi soir. Antoine a convoqué une réunion de famille dans mon propre salon. Béatrice était présente, jouant le rôle de la matriarche inquiète. Il a présenté son plan final, une galerie d'art à son nom. Un projet grandiose, vide et voué à l'échec. Il avait besoin d'un capital de départ. 1 million d'euros. Il a prononcé le chiffre sans ciller. La garantie, a-t-il précisé, serait une hypothèque sur l'hôtel particulier. Sur mon hôtel. C'est pour notre avenir, Margot, a-t-il dit, le regard dur. Tu dois prouver que tu crois en cette famille. Béatrice a ajouté, un fils a besoin d'un soutien total pour réussir. Mon pouls n'a pas accéléré. J'ai hoché la tête lentement. Mon visage une toile blanche. Ils ont pris mon calme pour une capitulation. C'était en réalité le silence avant l'exécution du plan. Abonnez-vous, car ma réponse n'était pas une vengeance. C'était une mesure de protection juridique. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous suivez cette histoire et si la loi y protège aussi les bâtisseurs contre les parasites. Ils attendaient ma signature. J'avais déjà préparé la leur. Absolument. Voici le texte pour l'acte 3, rédigé en respectant scrupuleusement l'ensemble de vos directives. Ils ont célébré dans le grand salon. Le champagne coulait. Leur rire résonnait contre les murs, des murs qui m'appartenaient encore. Ils trinquaient à leur intelligence, à leur futur empire bâti sur mes fondations. Ils parlaient déjà de la vente de mes tableaux pour financer des futilités. J'entendais leur voix depuis le couloir. Ils étaient bruyants. La victoire les rendait imprudents. Pendant ce temps, j'étais dans mon bureau. Le silence était mon allié. La seule lumière venait de mon écran et de la lampe sur le bureau en acajou.
L'air était froid, immobile. Devant moi, il n'y avait pas un seul document préparé par Antoine. Il y avait les statuts originaux de la Société civile immobilière, la Sentinelle lyonnaise, un nom que je leur avais volontairement caché. J'ai relu la clause de fer, la clause 12B. Je la connaissais par cœur. Toute tentative de spoliation ou de prise de contrôle hostile par un tiers, hébergé à titre gracieux, entraîne la révocation immédiate et sans préavis de son droit d'occupation. Chaque mot était une mine. Ils avaient marché dessus sans le savoir. Leur cupidité était la clé qui avait armé le piège. Leur demande n'était pas une erreur. C'était une tentative d'extorsion, un acte de spoliation caractérisé. Le contrat était clair. La violation était avérée. La tolérance a une limite juridique. Ils venaient de la franchir. Mon calme n'était pas de la peur. C'était de la concentration. Le chirurgien ne tremble pas avant d'inciser. J'ai imprimé la mise en demeure. 2 pages, froide, précise. Expulsion avec effet immédiat en vertu de la clause 12B. J'ai aussi imprimé l'ordre de mission pour l'huissier de justice. J'ai pris mon stylo Mont-Blanc, le même qu'ils avaient posé pour moi ce matin pour signer ma capitulation. L'ironie était délicieuse. Mon paraphe n'a pas tremblé. Il était net, final. Le sang de la plume était sec. C'était le bruit de la fin. J'ai scanné les documents signés. Un email était déjà prêt dans mes brouillons. Destinataire, Maître Lefebvre, huissier de justice. Objet, exécution immédiate. J'ai joint les fichiers. J'ai cliqué sur envoyer. Le point de non-retour était atteint. La partie était terminée. Le lendemain matin, l'air de l'hôtel particulier était différent. Il était lourd, chargé d'une électricité que seuls les condamnés ignorent. Je me suis levée à l'aube, comme toujours. Mon rituel était immuable. Douche froide, café noir, silence. Eux, ils dormaient encore. Des rois sur le point d'être détrônés. Partager le petit déjeuner avec eux fut un exercice de maîtrise. Ils se sont installés à table avec une assurance nouvelle. Antoine a déplié son journal avec un geste ample. Béatrice a demandé au personnel de changer la disposition des fleurs. Ils se déplaçaient comme des conquérants dans un territoire déjà soumis. Je les observais par-dessus ma tasse. Leur ignorance était palpable. C'était une satisfaction froide. Ils parlaient fort. De leurs amis, de leurs projets, de la manière dont ils allaient réorganiser la maison. Chaque mot était une confirmation de leur cupidité. Je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de tristesse. Juste la quiétude d'une stratégie qui se déroule sans accroc. Mon silence était mon arme la plus puissante. Ils le prenaient pour de la défaite. C'était le calme avant l'exécution. L'après-midi, leur arrogance a atteint son apogée. Ils m'ont convoqué dans le grand salon. Des catalogues de décoration étaient étalés sur la table basse. « Margot, nous allons vendre la collection de porcelaine de Limoges », a annoncé Béatrice. Elle est démodée. L'argent servira à refaire la tapisserie de ma chambre. Son ton n'admettait aucune discussion. Antoine a hoché, pointant un tableau de maître. Celui-ci partira aussi. Il financera les premiers frais de la galerie. Il m'a regardé, attendant une protestation, une réaction. Je lui ai offert un léger hochement de tête. « Comme vous le jugerez utile », ai-je répondu, ma voix neutre. Ce tableau ne leur appartenait déjà plus. La maison non plus. Leur visage s'est illuminé. Ils avaient gagné. La femme de pouvoir était brisée. Ils ont continué pendant 1 heure, détruisant mon patrimoine mot après mot. Ils planifiaient l'avenir dans une maison qui n'était plus qu'un décor. Des fantômes discutant de l'agencement d'un mausolée. J'écoutais, chaque plan étant une nouvelle preuve pour le dossier. L'huissier arriverait à 16 heures précises. L'horloge du salon égrenait les dernières minutes de leur règne. Le gala annuel des avocats fiscalistes était un théâtre parfait. L'évite lyonnaise s'y pressait, échangeant des sourires aussi acérés que leur contrat.
J'évoluais dans cet univers avec une aisance naturelle. C'était mon monde, mon terrain de jeu. Antoine me suivait, jouant le rôle du mari consort avec un zèle un peu trop visible. Il se présentait comme le futur mécène de la scène artistique locale. C'était pathétique. Mon père, Édouard, m'a intercepté près du buffet. Son regard était une sonde. Ancien magistrat, il lisait les gens, pas les textes de loi. Margot, cette histoire d'hôtel particulier, ce n'est pas toi. Lâcher un tel actif sans combattre? Sa voix était basse, inquiète. Antoine s'est approché, un verre de champagne à la main. Édouard, elle a simplement compris où est sa place. La famille prime. J'ai senti le regard de mon père sournois. Il attendait une étincelle de la femme qu'il avait élevée. J'ai contrôlé mon souffle. J'ai offert une façade de lassitude, un masque étudié. Certaines batailles ne valent pas l'énergie, père. Je me concentre sur mes dossiers. Mon ton était plat, neutre, un mensonge parfait. Mon père n'a pas semblé convaincu, mais il n'a pas insisté. Me doute dans ses yeux était le prix à payer pour maintenir ma couverture. Encore quelques heures. De retour à la maison, je travaillais tard dans mon bureau. La porte s'est ouverte sans qu'on frappe. C'était Antoine. Il tenait des plans pour sa galerie. Une arrogance nouvelle imprégnait ses gestes. Il se sentait déjà le maître des lieux. Il s'est penché au-dessus de mon épaule, soi-disant pour me montrer un détail architectural. Son regard a balayé l'écran de mon ordinateur portable. Mon cœur n'a pas accéléré. Ma concentration était totale. Sur l'écran était ouvert un email destiné à Maître Lefebvre. L'objet était visible. Exécution, SCI la Sentinelle lyonnaise. Les mots fatidiques. Il n'a pas eu le temps de les lire. Mon pouce a pressé une touche. Une combinaison que j'utilisais 1000 fois par jour. L'écran a changé instantanément. Un tableau Excel complexe est apparu. Un dossier fiscal anodin. L'opération a duré une fraction de seconde. Une fluidité professionnelle. Il n'a rien vu. Ou peut-être a-t-il perçu un mouvement trop rapide. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu cachais? J'ai levé les yeux de mon écran. Mon regard était de glace. Mon travail, Antoine. Une notion qui était étrangère. Sors de mon bureau. Ma voix était un coup près. Il a reculé, surpris par la dureté. Une fois la porte refermée, j'ai savouré l'adrénaline. Ce quasi-flagrant délit n'était pas une frayeur. C'était un plaisir. Le risque aiguisait la saveur de leur chute imminente. Le premier domino est tombé numériquement. Béatrice était dans le petit salon, devant son ordinateur. Elle tentait d'acquérir une parure de la classe Vendôme. Un caprice coûteux, payé avec ma carte de crédit supplémentaire. L'écran a affiché un message rouge. Paiement refusé. Elle a cliqué à nouveau avec irritation. Le même message. Son soupir s'est transformé en grognement. Elle a appelé Antoine, sa voix déjà tendue. Il est arrivé, l'air supérieur. Il a balayé ses craintes d'un geste de la main. Un simple bug du système, mère. Pour le prouver, il a tenté de se connecter à notre portefeuille d'action. L'écran de sa tablette a affiché une autre notification. Accès non autorisé. Veuillez contacter votre administrateur. Son visage a perdu de sa superbe. L'administrateur, c'était moi. J'étais assise dans le fauteuil opposé, lisant un dossier. J'ai levé les yeux, mon expression neutre. Un problème? Ai-je demandé, ma voix parfaitement calme. Ils m'ont regardé. Le doute commençait à empoisonner leur triomphe. Leur panique naissante était un spectacle silencieux. Je n'ai rien fait pour les rassurer. J'ai simplement tourné une page. Leur monde s'est rétréci aux dimensions du salon. Leurs appels à la banque privée n'aboutissaient pas. Une voix automatisée les informait d'une maintenance de sécurité. Leurs messages à leurs conseillers restaient sans réponse. La panique a fait place à la rage. C'était une rage impuissante, celle du parasite dont l'hôte se rebenne.
Antoine a jeté sa tablette sur un canapé. « C'est toi » a-t-il sifflé, son doigt pointé dans ma direction. « Tu as tout bloqué. » Béatrice a enchaîné, sa voix pleine d'un venin glacial. Elle a toujours été une calculatrice. Elle nous a laissé croire à sa défaite pour mieux nous frapper. Les accusations pleuvaient. Trahison, manipulation. Leur voix montait, emplissant la pièce d'une énergie hostile. Je n'ai pas répondu. Je suis restée assise, mon calme un mur contre lequel leur fureur se brisait. Mon silence était ma réponse. Ils confirmaient tout sans rien avouer. L'air était électrique, saturé de leur haine. C'est à ce moment précis que la sonnette a retenti. Un son clair, bref et autoritaire. Il a coupé leurs cris. Ils se sont tus, figés. Un regard de pure terreur a passé dans leurs yeux. Je me suis levée lentement. J'entends des cris depuis mon bureau. Leurs cris, pour être précis. Ils résonnent dans le vestibule. Des objets se brisent, je crois. C'est le bruit que fait un empire de parasites quand il s'effondre sur lui-même. La voix de Maître Lefebvre, l'huissier, est un murmure calme et implacable au milieu de leur hystérie. Il leur explique la procédure, l'expulsion, la force publique si nécessaire. Antoine hurle à la trahison. Il parle de notre mariage, un concept qu'il a vidé de toute substance. Béatrice invoque la maladie, la famille, la morale. Leurs arguments sont faibles, des armes déchargées face à un contrat blindé. Ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas que leur décès a été signé le jour où ils ont confondu ma générosité avec une faiblesse. Leur choc n'est pas de me voir agir, mais de réaliser que j'ai toujours eu le contrôle. Je ne ressens rien, ni joie, ni regret. Ceci n'est pas une vengeance, c'est un audit, une rectification comptable de leurs abus. Ils ont considéré mon foyer comme un fonds d'investissement à perte. J'ai simplement liquidé l'actif toxique. Mon téléphone vibre sur le bureau. Leurs noms s'affichent en série. Des appels manqués, des messages de haine. Je ne répondrai pas. Le dialogue est clos. Le compte en banque, lui, est plein et sécurisé. La loi protège la propriété. Mais qui protège contre l'ingratitude? Où se termine la famille et où commence le parasitisme? Dites-moi, auriez-vous supporté cela plus longtemps ou auriez-vous, comme moi, fait respecter la clause de fer?